Il y a une remarque que je dois indiquer ici. Cette remarque concerne le type de transformation. Donc, il y a principalement deux types de transformation. Il y a des transformations qui exigent plusieurs repères. C'est le type de transformation que nous avons vu précédemment. Donc, pour le premier type, plusieurs repères et un seul point. Le deuxième type de transformation, un seul repère et plusieurs points. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour ce deuxième type, on les appelle opérateurs. Le premier type, c'est ce que nous avons déjà vu. Par exemple, plusieurs repères. Si nous avons un repère A et un repère B, alors un point donné, P, ce point-là est représenté de deux manières. Il peut être représenté par rapport à B ou par rapport à A. Donc ici, nous avons deux repères et un seul point. Deux repères, c'est-à-dire A et B, et un seul point P. Pour le deuxième type de repère, pour le deuxième type de transformation que nous allons détailler dans ce qui suit, nous aurons un seul repère et plusieurs points, par exemple 2 points. P1 et P2. Et nous avons un seul repère, par exemple le repère B. Ici, pour passer au point P1, du point P1 au point P2, nous sommes obligés de définir une certaine transformation. Donc, pour passer de P1 à P2, on utilise une transformation. Et ici, dans ce cas-là, le point P est exprimé par deux manières, dans le repère A et dans le repère B. Ici, non, les deux points sont définis dans le repère B, mais pour passer d'un point à l'autre, donc on choisit de déterminer une certaine transformation liant les deux points. Donc on va détailler ce deuxième point. Ce type de transformation est appelé opérateur. Un opérateur, c'est quoi? C'est une transformation entre deux points. Cette transformation ou opération, elle peut être de type translation, rotation ou générale. Commençons par le premier type qui est la translation. Dans ce type de transformation, on va essayer de trouver une translation entre deux points, c'est-à-dire passer entre deux points, le P1 et le P2, définis dans un repère B. Alors, notre problématique est de trouver la transformation qui lie les deux points.
pardon, P1. Donc, pour passer au point P2, on va définir une translation qui permet d'assurer ce passage. Supposons que la translation ou le vecteur de translation est donné par le vecteur Q. Alors, faire une translation en vecteur au vecteur P1 de Q est équivalent à translater le vecteur P1 le long de Q, ce qui va nous donner le vecteur suivant. Donc, prendre le vecteur P1 et lui faire une translation suivant Q. Donc, on va obtenir le vecteur suivant. Donc, ce vecteur-là, c'est le vecteur P1, parce qu'il lui est parallèle. Bien sûr, après avoir subi une translation Q. Ces deux vecteurs, bien sûr, sont définis dans le repère B. Le résultat, c'est le point P2. Toujours dans le repère B. C'est quoi le P2? C'est le résultat de translation de P1 par Q. C'est ce vecteur. C'est le vecteur P2 dans le repère B. C'est le même. Et c'est ce qu'on appelle opérateur. Donc, vous constatez bien que dans ce cas, nous avons un seul repère B possédant les axes XB et YB, un seul repère et deux points, le point P1 et le point P2. Vous voyez bien la différence entre l'opérateur et la transformation que nous avons déjà définie pour la translation. Dans le cas de translation, c'est-à-dire le cas de translation utilisé dans le premier type de transformation, on a utilisé deux repères et un point. L'équivalence, c'est quoi la relation entre les deux méthodes? Je pense qu'on peut la démontrer graphiquement en utilisant ce graphisme. Je vais faire l'équivalence. Toujours, nous avons ici le repère B et le point P1. Dans le repère B. Maintenant, au lieu de déplacer le vecteur P1 par Q, je vais déplacer le repère dans le sens inverse. Ici, nous avons fait le déplacement suivant Q. Maintenant, je vais déplacer le repère B en arrière avec une quantité de translation égale à Q. C'est-à-dire translater le vecteur par moins Q. Je vais trouver le résultat suivant. Donc, faire déplacer ce vecteur Q. Donc, approximativement, c'est comme ça. Q. J'obtiens le nouveau repère. Je vais appeler XA et YA. Celui-là, c'est le repère A.
qu'est-ce que vous allez constater ici? On constate, si c'est le vecteur de translation, le vecteur de translation c'est Q, et là c'est Q. Maintenant, après avoir fait cette translation, donc on va trouver ce vecteur qui est le P1 dans le repère A. Et vous remarquez clairement ici que ces deux vecteurs, celui-là et celui-là, sont les mêmes. C'est-à-dire ces deux méthodes sont équivalentes. Donc, la transformation par opérateur ou la transformation classique que nous avons vue nous donne le même résultat. Ici, nous avons un seul point et deux repères. Le repère B et le repère A. Nous avons deux repères B, A et un seul point. Mais ici, nous avons un seul repère et deux points. Et on tombe toujours sur le même résultat. Vous voyez bien l'équivalence ici. Ici, c'est P1 dans B. Et celui-là, c'est P1 dans A. Alors, leur somme, qui est P1 dans A, c'est le vecteur de translation, celui-là, Q plus P1 dans B. C'est la même chose ici. Le P2 dans B est égal à Q plus P1 dans B. Le Q ici, c'est ce vecteur. Il joue le rôle de quoi? Il joue le rôle de la translation de l'origine de B par rapport à A. Nous avons déjà défini. Donc, vous voyez bien la similarité entre ces deux méthodes. Pour le premier cas ici, on peut dire que P1 dans le repère B est égal à P1 dans le même repère, parce que dans ce cas, nous avons un seul repère, plus le vecteur de translation Q, celui-là. Et ici, comme nous l'avons vu déjà, le P1 dans le repère A est égal à P1 dans le repère B plus le déplacement de l'origine du repère B par rapport au repère A. Donc ces deux grandeurs sont équivalentes, mais qu'ils ont des sens différents. Le sens est différent, mais l'outil mathématique est le même. Donc, selon l'application ou selon ce qu'on nous demande, donc on va choisir laquelle des deux formules est nécessaire pour l'exemple donné ou l'exemple considéré. Maintenant, on va s'intéresser à cette expression-là, qui est le P dans le repère B égale P1 P2 égale à P1 dans le repère B plus le vecteur de translation Q. Celle-là, c'est l'écriture en 3D, espace tridimensionnel. Et si on veut utiliser 4D, la représentation supérieure, donc on va faire recours à la transformation homogène. Cela va nous mener à l'écriture suivante. P2 dans le repère B est égal à l'opérateur D suivant le vecteur Q fois le P1 dans le repère B. Vous constatez bien que ici, nous avons deux points, P1, P2, et un même repère B, ou un seul repère B.
Q, c'est le vecteur de translation entre P1 et P2. C'est le vecteur de translation entre P1 et P2. Q, c'est son amplitude. Ok? La matrice T, suivant Q, elle est donnée par la forme homogène. Dans la forme homogène, ici on utilise la translation, pardon, la rotation. Ici on donne la rotation, ici la translation. Ici nous avons 3 0 et ici un 1. La rotation dans ce cas, puisqu'on a commencé par la translation, la rotation elle est nulle. Dans le cas où la translation est nulle, on utilise ici la matrice identité. C'est-à-dire on n'a pas de rotation. Parce que, comme vous le connaissez, si on multiplie n'importe quel vecteur V par une matrice identité fois V, on va trouver le vecteur V, c'est-à-dire la matrice unitaire ne fait pas de rotation sur le vecteur V, c'est-à-dire ne réalise pas une rotation. Alors, pour la translation, nous avons le vecteur Q qui va avoir 3 composantes, Qx, Qy et Qz. C'est les composantes de cette translation. Comme vous le voyez bien, donc cette matrice-là va nous assurer un passage homogène entre P1 et P2 dans le même repère, avec Qx, Qy et Qz, les composantes de Q, le vecteur de translation.